Elle a un DU décocteur de la faculté de médecine de Bordeaux, un DU de cardiologie interventionnelle de Paris. Elle est auteure de plusieurs articles nationaux et internationaux. Madame, nous avons à vous la parole. Merci. Alors, je remercie le comité d'organisation pour l'invitation et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à Marrakech. Donc, on est tous d'accord pour dire que l'hypertension artérielle constitue un véritable problème de santé publique. Donc, c'est un motif fréquent de consultation, que ce soit chez le médecin généraliste ou bien chez le cardiologue. Donc, la gravité de l'hypertension artérielle vient de par les différentes complications dont elle peut être responsable. En effet, l'étude Framingham avait retrouvé que l'hypertension artérielle multipliait par 3 le risque de coronaropathie, par 3 le risque d'artériopathie oblitère des membres inférieurs. L'insuffisance cardiaque se voyait 5 fois plus chez les patients hypertendus et le risque d'AVC est multiplié par 8 chez les patients hypertendus. Donc on est également d'accord pour dire que c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur, un facteur majeur de risque de morbidité et de mortalité prématurée. Donc en l'absence de statistiques nationales, donc voici quelques statistiques de France. Donc en France, 20% des hypertendus connus sont non traités et 50% des hypertendus traités cette fois-ci ne sont pas contrôlés, c'est-à-dire on n'arrive pas à arriver aux objectifs tensionnels. Donc ceci est dû à la faible persistance du traitement et parfois à l'inertie thérapeutique des médecins. Donc pour cela, une amélioration de la prise en charge de l'hypertension artérielle est capitale. Elle passe d'abord par le contrôle des chiffres tensionnels et d'autre part par la prise en charge du patient dans toute sa globalité, donc en évaluant le risque cardiovasculaire de ce patient hypertendu. Donc l'hypertension artérielle, c'est une pathologie qui à chaque fois fait l'objet de plusieurs publications, de plusieurs guidelines, et à chaque fois le médecin est confronté au changement des objectifs de pression artérielle à atteindre et au changement concernant les molécules à prescrire. Donc depuis la parution des guidelines du GNC 3 en 2003, donc il y a eu par la suite plusieurs recommandations, que ce soit les recommandations européennes, canadiennes, anglaises, et les dernières recommandations sont celles de la Société européenne de cardiologie qui sont parues en 2013 et celles du GNC 8 en 2014. Donc par la suite, la Société française d'hypertension artérielle a publié des recommandations qui prennent en compte les deux recommandations, celle du GNC 8 en 2014 et celle de la Société française d'hypertension artérielle. Donc ces recommandations ont été publiées en 2014, donc ils sont utiles pour la pratique. Donc ils constituent une forme de synthèse très bien, facilement lisible, donc une large diffusion. Ils s'adressent aussi bien aux médecins généralistes qu'aux cardiologues. Donc la prise en charge de l'hypertension artérielle passe par 3 étapes principales. Tout d'abord, avant de débuter le traitement, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est un plan d'action sur 6 mois. Et la troisième étape, c'est un plan d'action ou un plan de soins au long terme. Donc je rappelle simplement quelques principes de mesure que vous connaissez certainement bien. Donc la mesure de la pression artérielle peut se faire soit en position assise ou bien en position couchée, donc après 5 à 10 minutes de repos, donc un repos physique et psychique, le bras du patient est tendu, la main ouverte, pas de café, pas d'alcool 1 heure avant et pas de cigarette 15 minutes avant. Donc il faut bien entendu un brassard avec une circonférence adaptée à la corpulence du patient. Donc il y a 3 types de brassards en allant des sujets maigres aux sujets corpulents. Donc le stéthoscope, idéalement, c'est sur l'artère humérale et non pas sous le brassard. Donc on mesure au niveau des 2 bras, toujours. Donc au moins 2 mesures à 1 minute d'intervalle et on prend la mesure sur le bras dont la valeur est la plus élevée. Donc voici la classification des niveaux de pression artérielle. Donc celle-ci n'a pas changé depuis les recommandations de la Société européenne de cardiologie en 2007. Donc c'est la même classification. Donc la pression artérielle est dite, donc il y a l'optimale, il y a la normale, il y a la normale haute, et puis il y a les stades d'hypertension artérielle proprement dite. Donc le stade 1, c'est une pression artérielle systolique entre 140 et 159 et une diastolique 90 à 99. Le stade 2 160-179
de l'HTA systolique isolé quand il y a uniquement l'augmentation de la pression artérielle systolique qui dépasse 140 mm de mercure, sans bien sûr sans élévation de la pression artérielle diastolique. Alors, l'HTA chez l'adulte est défini arbitrairement par une valeur de pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 et ou une valeur de pression diastolique supérieure ou égale à 90, puisqu'on a dit et ou, parce qu'on a parlé de l'HTA systolique isolée. Alors, les valeurs, bien sûr, les valeurs normales, bien sûr, diffèrent selon la méthode de mesure. Donc, quand il s'agit d'une automesure, c'est-à-dire c'est le patient qui prend lui-même sa pression artérielle chez lui, donc la valeur à retenir c'est 135 sur 85. Quand on demande une mesure ambulatoire de la pression artérielle appelée communément la MAPA, donc les valeurs à ce moment-là, les valeurs de jour sont 135 sur 85 et les valeurs nocturnes sont 120 sur 70 et la moyenne sur la MAPA de 24 heures est de 130 sur 80. Alors, quand est-ce qu'il faut pratiquer, comment il faut pratiquer l'automesure? Donc, selon les recommandations de la Société française d'hypertension artérielle, donc il faut réaliser 3 mesures en position assise par le patient lui-même, 3 jours de suite. Donc, une mesure le matin, une mesure au petit déjeuner et une mesure le soir au coucher. Et entre les deux, on prend une mesure au milieu de la journée. Donc, le patient, à partir de ces mesures, donc il les note sur un carnet qu'il rapportera au médecin par la suite. Donc la Société européenne de cardiologie recommande de mesurer quotidiennement au minimum 3 à 4 jours et idéalement 7 jours consécutifs en position assise, le dos et le bras sur le dossier. Donc 5 minutes de repos, 2 mesures séparées entre 1 et 2 minutes. Bien sûr, l'intérêt de l'automesure du patient permet une meilleure observance thérapeutique. Quand on incrimine le patient dans la prise en charge de sa maladie, de ce qui est de l'hypertension artérielle, ça favorise son alliance thérapeutique. Alors toujours, on a scindé notre prise en charge en 3 parties. Donc d'abord l'évaluation initiale. Donc elle passera tout d'abord par la confirmation du diagnostic de l'hypertension artérielle. Par la suite, la mise en place des mesures hygiéno-diététiques et la réalisation d'un bilan biologique et un bilan paraclinique initial. Donc, quand est-ce qu'on confirme le diagnostic de l'hypertension artérielle? Donc, bien sûr, quand la pression artérielle excède 180 de systolique et 110 de diastolique, donc le diagnostic est confirmé. Je n'ai pas besoin d'autres mesures, ni d'automesures, ni de mesures ambulatoires. Alors, quand la pression artérielle dépasse 140 sur 90, donc au cabinet médical, donc je demande au patient de faire soit une mesure de la pression artérielle en dehors du cabinet médical, soit par automesure. On a vu, si on suit les recommandations, celles qui sont très utilisées sont celles de la Société française de cardiologie. Donc on a dit 3 mesures, 3 jours de suite, une le matin, une le soir et une entre les deux. Ou bien je demande carrément une mesure ambulatoire par un holter tensionnel sur 24 heures. Et bien entendu, à partir du moment où j'ai trouvé une pression artérielle supérieure à 140, même en attendant les résultats de l'automesure et de la MAPA, je recommande aux patients les mesures hygiéno-diététiques. Donc je commencerai par la réduction pondérale. Donc ce qui est recommandé, c'est d'arriver à un index de masse corporelle inférieur à 25 kg par mètre carré de surface corporelle, ou bien une baisse de 10% par rapport au poids initial. Donc on demande de diminuer les apports caloriques, donc de suivre un régime équilibré dit régime en DASH, on y reviendra par la suite, où on favorise la consommation de fruits, de légumes, avec une réduction des apports de graisse animale. Donc une diminution des apports en sel, donc un apport en NaCl 5 à 6 grammes par jour est conseillé. Donc éviter les aliments à fort teneur en sel, notamment les olives, les sardines et tous les conserves, et ne pas ajouter le sel à table. Toujours dans les mesures hygiéno-diététiques, donc limiter la consommation d'alcool, arrêt du tabac, un exercice physique régulier. Ce qui est recommandé, c'est 30 minutes, 5 à 7 jours par semaine,
bien entendu adaptées selon l'état clinique du patient. D'autres mesures hygiéno-diététiques sont à recommander, donc une réduction de la consommation des excitants, café, thé, une augmentation de la consommation d'aliments réputés diminuant la pression artérielle, notamment le céleri, l'ail, les raisins rouges, et bien sûr la gestion du stress. Donc voici quelques mesures hygiéno-diététiques. C'est un tableau qui est tiré des recommandations conjointes du GNC8 de la Société française d'hypertension artérielle. Donc vous voyez que rien qu'avec des mesures hygiéno-diététiques, on arrive à baisser donc, sur la gauche. Donc vous voyez l'impact de chaque mesure sur la baisse de la pression artérielle. Donc si je prends par exemple l'augmentation de l'activité physique, donc ce qui est recommandé, on a dit 30 à 60 minutes, 5 à 7 jours par semaine, donc rien qu'avec cette mesure, ça permet une réduction allant jusqu'à 5 mm de mercure de pression artérielle systolique et à peu près 4 mm de mercure de pression diastolique. Pareil pour la perte du poids, donc on a dit notre objectif c'est d'arriver à un index de masse corporelle inférieur à 25 kg par mètre carré. Donc sachez qu'il y a une perte en millimètres de mercure de 7 mm de mercure de pression artérielle systolique à chaque fois que le patient perd 4,5 kg. Donc la même chose, donc on a parlé tout à l'heure du régime dit DASH. Donc c'est un régime qui favorise la consommation de fruits frais, de légumes, de fibres alimentaires, de protéines non animales bien sûr, de produits laitiers à faible teneur en graisse. Donc en même temps ce régime-là, donc le régime il a un impact très important sur la baisse de la pression artérielle. Donc toujours à gauche, vous voyez son impact, donc il peut réduire de manière très significative la pression artérielle et systolique et diastolique. On arrive à présent à la gestion du stress, donc le fléau du siècle. Donc parfois des thérapies cognitives et comportementales personnalisées permettent également d'apporter un plus quant à la gestion de l'hypertension artérielle, notamment chez les patients qui subissent un stress très important dans leur milieu, soit professionnel ou social. Alors quand on arrive à l'arrêt du tabac, donc le sevrage tabagique, il n'a pas d'impact sur la réduction des chiffres de pression artérielle. Par contre, c'est un facteur de risque et comme on a dit, on va gérer un patient dans sa globalité et on gère un risque cardiovasculaire. Donc l'arrêt du tabac permet de réduire le risque cardiovasculaire global du patient sans impact sur la baisse des chiffres tensionnels. Alors on est toujours dans l'évaluation initiale. Donc qu'est-ce qu'on va demander comme bilan lors de la première consultation? Donc ce bilan initial, c'est un bilan biologique. Il doit comprendre impérativement la créatinémie et on doit estimer le débit de filtration glomérulaire, la kaliémie, la glycémie à jeun, un bilan lipidique complet qui comprend le HDL, le LDL et les triglycérides, le cholestérol total. On va faire d'emblée un dosage de la protéinurie, une microalbuminurie et un ECG de repos. Donc voici à quoi consiste un bilan initial d'un patient lors de la première consultation pour hypertension artérielle. Alors toujours dans l'évaluation initiale, on doit recueillir les facteurs de risque associés à l'hypertension artérielle. Donc ces facteurs de risque, en cas d'HbA100, le sexe masculin, donc un âge supérieur à 55 ans chez l'homme et supérieur à 65 ans chez la femme, un tabagisme actuel ou sevré en moins de 3 ans, une glycémie à jeun supérieure à 1,25 g où on va définir le diabète, ou bien supérieure à 1,10 g en cas d'intolérance aux hydrates de carbone, une dyslipidémie, et on doit voir tous les paramètres du bilan lipidique. Donc un LDL supérieur à 1,15 g, des triglycérides supérieurs à 1,5 g, un HDL bas. On a souvent tendance à négliger ce paramètre, on n'y prête pas vraiment d'importance, mais ça fait partie de l'évaluation du risque cardiovasculaire. Et un index de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré de surface corporelle, une obésité abdominale avec une mesure simple qui est le tour de taille, donc un tour de taille supérieur à 102 chez l'homme et 88 chez la femme. Donc un antécédent d'accident cardiovasculaire précoce, donc on dit précoce
c'est qu'on cherche des antécédents dans la famille d'infarctus du myocarde ou de mort subite ayant survenu avant 55 ans chez le père ou un parent de premier degré de sexe masculin, ou bien avant 65 ans chez la mère, ou bien un parent de premier degré de sexe féminin. Donc, à partir du recueil de ces facteurs de risque cardiovasculaire, on va classer le niveau de risque de ce patient, et ce niveau de risque va permettre le choix de la molécule et va permettre également de nous dicter le rythme de surveillance. Donc, on doit absolument voir le patient au bout d'un mois. Donc, en ayant pratiqué les mesures ambulatoires, les mesures hygiéno-diététiques, et on le reverra à un mois avec le bilan que nous avons demandé initialement. Donc, on a revu le patient à un mois, donc on doit pouvoir dire est-ce qu'à partir des mesures de l'automesure ou bien de la MAPA, on doit pouvoir dire est-ce que ce patient est véritablement hypertendu, auquel cas, si c'est le cas, on doit l'informer sur les risques liés à l'hypertension artérielle, sur le bénéfice du traitement, on doit fixer les objectifs du traitement et les objectifs de la pression artérielle à atteindre, et on doit établir un plan de soins à court et à long terme. Alors, le plan de soins initial sur 6 mois. Donc, on a vu la prise en charge initiale. Maintenant, on est sur le plan de soins sur 6 mois. Donc, on doit essayer, tant que possible, d'obtenir un contrôle de la pression artérielle sur les 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, si le patient est hypertendu, on doit arriver à le contrôler au bout de 6 mois. Donc, ce traitement, bien entendu, il doit être, dans la mesure de possible, individualisé en fonction du risque, des facteurs de risque cardiovasculaire que nous avons recueillis, en fonction des pathologies qui sont associées à l'hypertension artérielle, et on doit s'assurer de la bonne tolérance du médicament par le patient. Donc, comme j'ai dit, obtenir un contrôle de la pression artérielle sur 6 mois est notre objectif. Pour cela, le patient doit avoir une visite par mois. Donc, on vise une pression artérielle cible, une PAS inférieure à 140 mm de mercure et une PAD inférieure à 90 mm de mercure. Alors, la nouveauté dans les recommandations du GNC8, c'est qu'avant, on disait que pour le patient, dans les recommandations d'avant, on disait que pour le patient diabétique hypertendu, donc on était plus draconien, on disait une PAS inférieure à 130 et une PAD inférieure à 80. Maintenant, dans les recommandations actuelles, les objectifs de la pression artérielle pour le patient diabétique sont les mêmes que pour le patient non diabétique. Donc la différence concerne soit la molécule choisie ou bien les facteurs de risque, les niveaux des objectifs à atteindre concernant les facteurs de risque associés. Alors, par quelle molécule commencer? Donc, on a le choix. On peut commencer par les 5 classes thérapeutiques, donc par ordre d'ancienneté, les diurétiques thiazidiques, les bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, IEC, inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Donc, on a le libre choix de commencer par l'une ou l'autre molécule. Alors, par contre, notre choix sera guidé en fonction de certaines pathologies. Donc, en cas d'atteinte infraclinique des organes cibles, donc atteinte des organes cibles qui sont les conséquences, je dirais, de l'hypertension artérielle, donc devant une hypertrophie ventriculaire gauche, donc on choisira volontiers un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un inhibiteur calcique ou bien un ARA2. Si le patient présente un athérome asymptomatique, c'est-à-dire quand je lui ai fait l'écho, il y a un dépôt de plaques d'athérome soit au niveau de ses carotides, soit au niveau de l'aorte, à ce moment-là, on privilégiera plutôt inhibiteur calcique ou bien un inhibiteur de l'enzyme de conversion. En cas de microalbuminurie, donc rappelez-vous que la microalbuminurie, on l'a demandé lors du bilan initial. Si celle-ci s'avère positive, cette fois-ci, on va traiter le patient par un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone, soit un IEC, soit un ARA2. Et en cas de maladie rénale chronique, là encore, on a calculé le débit de filtration glomérulaire. Donc, on a classé le patient selon son débit en maladie rénale chronique débutante
ou moyenne jusqu'à sévère. Donc devant une maladie rénale chronique, le médicament de choix pour traiter l'hypertension artérielle, c'est un bloqueur du système rénine-angiotensin-aldostérone, soit IEC ou bien ARA2. Alors, selon les recommandations de la Société française de cardiologie, quand est-ce qu'il faut associer un traitement, une bithérapie synergique? Est-ce qu'on a d'abord le choix, est-ce qu'on a d'abord le droit de commencer par une bithérapie ou bien il faut obligatoirement commencer par une monothérapie? Alors, on peut prescrire une bithérapie synergique, soit quand on a revu le patient au bout d'un mois, et si on trouve qu'il n'est pas du tout contrôlé avec une monothérapie, on a le droit de le mettre sous une bithérapie synergique cette fois-ci. Par contre, on peut d'emblée commencer par une bithérapie. Donc, on peut initier le traitement de l'hypertension artérielle par une bithérapie. Donc, on commence d'emblée par un médicament qui comprend 2 principes actifs. Donc, on peut le faire chez les patients dits à haut risque cardiovasculaire, chez qui on aimerait arriver rapidement à contrôler leur pression artérielle. Et quand on dit patients à haut risque cardiovasculaire, ce sont les patients qui cumulent au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire en association avec l'hypertension artérielle. Alors les associations fixes dont on dispose, il y a l'association IEC ARA2 en association avec un inhibiteur calcique, ou bien l'association IEC ARA2 avec un diurétique. Donc il faudra éviter tant que possible l'association bêta-bloquant et diurétique parce que plusieurs études ont démontré que celle-ci augmentait le risque de survenue de nouveaux cas de diabète. Bien sûr, durant les 6 mois, donc on doit s'assurer de la bonne tolérance du traitement par le patient. Donc on va voir s'il n'y a pas d'effet secondaire, s'assurer de l'absence d'hypotension orthostatique, notamment chez les sujets âgés, chez les sujets diabétiques et insuffisants rénaux. Donc on doit réaliser un ionogramme sanguin avec une créatinémie, avec un calcul du débit de filtration glomérulaire. Donc je sais qu'on l'a fait lors du bilan initial, mais on doit le réaliser par la suite à chaque fois qu'on fait une introduction d'une nouvelle molécule ou bien à chaque fois qu'on adapte la posologie, qu'on augmente la posologie, donc d'un bloqueur du système rénine-angiotensine ou d'un diurétique, et bien sûr après chaque événement intercurrent. On doit arrêter le traitement en cas de déshydratation. Donc en cas de déshydratation, il faudra éviter les diurétiques et arrêter les IEC et les parados. Alors qu'en est-il pour le plan de soins à long terme? C'est-à-dire on est arrivé à contrôler notre patient, à contrôler sa pression artérielle au bout de 6 mois. On a évalué son niveau de risque cardiovasculaire en évaluant les différents facteurs de risque cardiovasculaire. Donc qu'en est-il du plan de soins à long terme, c'est-à-dire au-delà de 6 mois? Alors si on n'arrive pas à contrôler, à 6 mois, on n'arrive pas à contrôler la pression artérielle, donc il faut vérifier si la trithérapie antihypertensive est à posologie optimale. Donc je m'explique. Donc si on avait mis le patient sous bithérapie synergique, c'est-à-dire bithérapie synergique, ça peut être, comme j'ai dit, soit IEC ARA2 avec un diurétique ou bien IEC ARA2 avec un inhibiteur calcique. Donc je dois m'assurer que je suis à dose optimale. Sinon, je dois majorer la posologie. Alors en cas d'association de 3 antihypertenseurs, le diurétique est obligatoire. Donc s'il y a 3 antihypertenseurs, forcément, parmi les 3, on doit avoir un diurétique. Donc quand on dit une hypertension artérielle, une pression artérielle qui n'est pas contrôlée au bout de 6 mois, vraiment on doit faire un interrogatoire policier et voir si le patient, s'il a la bonne observance, si le patient prend correctement son traitement, s'il ne saute pas des prises. Et on doit faire également reprendre la pression artérielle en ayant recours à la mesure ambulatoire de la pression artérielle et à l'automesure. Si après avoir fait ces 2 vérifications, c'est-à-dire il y a 3 traitements dont un diurétique, le patient prend correctement son traitement et que malgré ça, on n'arrive pas à contrôler sa pression artérielle, à ce moment-là, le recours à un spécialiste de l'hypertension artérielle est recommandé dans l'optique de chercher une cause secondaire de cette hypertension artérielle et peut-être de proposer d'autres alternatives thérapeutiques.
Alors cette fois-ci, si on arrive à contrôler la pression artérielle entre 3 et 6 mois, donc il faut évaluer le niveau tensionnel par automesure, voir si le patient est symptomatique. On doit rechercher des complications cardiovasculaires. Est-ce qu'il n'y a pas de douleur thoracique, il n'y a pas de display qui signerait l'insuffisance cardiaque diastolique, est-ce qu'il n'y a pas d'angor intestinal ou d'angor des forts. Donc on fait un bilan biologique si la pression artérielle est contrôlée. On a fait un bilan initial. On va faire un bilan biologique annuel qui va comprendre un ionogramme sanguin, une créatinémie et un débit de filtration glomérulaire. Donc souvent en cas de comorbidité, donc on demande, on surveille l'insuffisance rénale de près. Alors, chez qui on va traiter, quel patient on va traiter? Donc, on va traiter tout adulte hypertendu supérieur à 18 ans. Donc, on commence par les mesures hygiéno-diététiques et on détermine le niveau de pression artérielle cible. On va initier le traitement anti-hypertenseur en fonction de l'âge, de la présence du diabète et de la présence de maladies rénales chroniques. Donc, l'âge, le diabète et les maladies rénales chroniques sont les 3 paramètres qui vont intervenir dans le choix de la molécule d'anti-hypertenseur. Donc voici la stratégie de traitement, on parle de stratégie de titration du traitement anti-hypertenseur selon les recommandations de 2014. Donc il y a la stratégie A où je maximise la dose du traitement initial avant d'associer une autre molécule. Par exemple, si je choisis de commencer par un inhibiteur calcique, je citerai à titre d'exemple, par exemple, l'amlodipine à 5 mg. Donc je vais maximiser la dose, je vais arriver à 10 avant d'ajouter une deuxième molécule. Ça, c'est la stratégie A. La stratégie B, je peux garder mon amlodipine à 5 mg et je rajoute une deuxième molécule. Donc c'est associé avec une autre classe médicamenteuse avant d'atteindre la dose maximale du traitement initial. Je peux le faire également. Sinon, la stratégie C, c'est de commencer avec une bithérapie séparément, c'est-à-dire 2 molécules séparées, ou bien une bithérapie avec ce qu'on appelle une association fixe, 2 molécules au sein du même médicament. Si l'objectif est atteint, c'est bon. Si l'objectif n'est pas atteint, bien sûr, je renforce l'adhésion du patient au traitement, je vérifie s'il a changé un petit peu son mode de vie. Donc, si j'ai opté pour la stratégie A ou bien la stratégie B, donc ajouter et titrer, on titre l'ARA2, on titre le diurétique, le thiazidique, ou bien l'inhibiteur calcique, ou bien l'IEC. C'est-à-dire, j'augmente la posologie, donc jusqu'à arriver à la dose maximale. Et une chose qu'il faudrait éviter, c'est d'associer un inhibiteur de l'enzyme de conversion et un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2. Donc, toutes les associations sont permises, sauf celle-ci. Donc, les néphrologues se gardent le choix d'associer la LARA2 et les IEC chez une population bien particulière. Donc, si j'ai choisi de commencer par la stratégie C, c'est-à-dire une bithérapie soit fixe, soit séparée, donc je dois titrer les doses des médicaments associés de façon à arriver à la dose maximale. Donc, si l'objectif de la pression artérielle n'est pas encore atteint, là encore, je revois le mode de vie du patient. Je peux ajouter et titrer un ARA2, un diurétique, un inhibiteur de calcique ou un IEC. Et la même chose, j'évite d'associer IEC et ARA2. Alors, comme tout à l'heure, je vous ai dit que les 3 paramètres qui rentraient en considération dans le choix de la molécule étaient l'âge, le diabète et la présence de maladies rénales chroniques. Présence de maladies rénales chroniques attestée par le calcul du débit de filtration glomérulaire. Donc, si on prend une population générale, donc, regardez à gauche, donc si on prend une population générale sans diabète, en fonction de l'âge du patient, si le patient est âgé de moins de 60 ans, la pression artérielle cible est de 140 de systolique et 90 de diastolique. Donc je parle bien d'une population générale sans diabète. Si l'âge du patient excède 60 ans, donc la pression artérielle cible est d'une PAS moins de 150 et une PAD moins de 90.
90. Donc la différence entre moins de 60 ans et plus de 60 ans concerne uniquement la pression artérielle systolique. Maintenant, on va de l'autre côté. Donc si devant une population qui présente le diabète ou bien une maladie rénale chronique, la maladie rénale chronique va primer. Donc quel que soit l'âge du patient, qu'il soit diabétique mais sans maladie rénale chronique, en absence de maladie rénale chronique, donc la pression artérielle cible elle est de 140 sur 90. C'est ce qu'on vise, mais cette fois-ci, avec quoi je vais commencer? Si c'est une population noire, je vais initier le traitement soit par diurétique, soit par thiazédique, soit par inhibiteur calcique, seul ou en association. Sinon, je vais rejoindre le bras qu'on va voir tout de suite, c'est le bras des patients qui présentent une maladie rénale chronique avec ou sans diabète. Donc, devant une maladie rénale chronique, que le patient soit diabétique ou non diabétique, les objectifs sont les mêmes, 140 de systolique, 90 de diastolique, et je traite toute la population avec un ARA2, un IEC ou bien un IEC, seul ou en association avec l'autre ARA2 doivent faire partie du traitement. En absence de maladie rénale chronique, donc si la population noire, je vais privilégier les diurétiques, les inhibiteurs calciques, sinon je vais rejoindre le bras des patients qui présentent une maladie rénale chronique. Pour les autres patients, c'est-à-dire qui ne sont pas diabétiques et là où il n'y a pas de maladie rénale chronique, je peux commencer, comme on a dit au tout début, par n'importe quelle classe thérapeutique et je peux faire les associations que je veux, à condition de tenir compte du fait que quand j'associe 3 antihypertenseurs, le troisième doit être obligatoirement un diurétique. Alors si j'arrive à atteindre l'objectif, c'est très bien. Autrement, donc je renforce les adhésions au patient, j'agis encore une fois sur le mode de vie, sur l'activité physique, sur tout ce qu'on a vu concernant les mesures hygiéno-diététiques. Et à ce moment-là, je peux rajouter une autre classe médicamenteuse, soit un bêta-bloquant ou bien un antagoniste de l'aldostérone. Sinon, je dois référer le patient à un autre médecin plus expert en matière d'hypertension artérielle. Alors, la prise en charge de l'hypertension artérielle peut être assurée par des médecins généralistes avec ou sans collaboration des spécialistes. Donc, la méthodologie de mesure ainsi qu'un suivi régulier améliore la persistance du traitement et en respectant bien sûr les recommandations. Donc, quand est-ce que j'adresse un hypertendu à un spécialiste? Donc, devant une HTA résistante, si je dépiste des complications d'hypertension artérielle, notamment maladie coronaire, un trouble de rythme sur l'ECG, une hypertrophie ventriculaire gauche, des signes d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, des signes d'anévrisme de l'aorte abdominale, en cas de retentissement rénal, de retentissement cérébral et en présence des signes d'HTA secondaire. Alors, ce tableau que je vous montre, il a l'air difficile, mais idéalement c'est de l'accrocher dans sa salle de consultation. Donc il permet en haut de voir le niveau de pression artérielle selon ce qu'on a vu, grade 1, grade 2, grade 3, normal ou haute. Et ici, à gauche de l'écran, donc en fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire que nous avons trouvés. Donc ceci permet de classer le niveau de risque de vos patients. On va prendre un exemple. Donc, si je prends un patient qui présente une HTA grade 1, quand il a 0 facteur de risque cardiovasculaire, il est classé à faible risque cardiovasculaire. Je prends le même patient qui présente une HTA grade 1, mais cette fois-ci, c'est un patient qui présente une maladie cardiovasculaire symptomatique, c'est-à-dire il peut présenter un longueur d'effort. Donc ce patient, il passe d'un risque faible en absence de facteurs de risque cardiovasculaire à un risque très élevé en présence d'une maladie rénale chronique. Donc à quoi il nous sert d'évaluer le niveau de risque du patient? Donc on va être plus draconien et plus strict quant aux objectifs et de la pression artérielle et des facteurs de risque associés.
Donc la stratégie thérapeutique, cette fois-ci, devant certains cas particuliers. Donc on sait tous l'effet de ce qu'on appelle l'HTA blouse blanche, donc l'effet de la présence du patient au cabinet médical. Donc comment on définit cette HTA blouse blanche? C'est une pression artérielle élevée en mesure clinique, c'est-à-dire supérieure à 140 quand il vient en consultation de systolique, 90 de diastolique, lors de mesures répétées. Même on a beau laisser le patient se reposer 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, la pression artérielle reste élevée. Par contre, quand le patient il la prend chez lui par l'automesure ou bien par le holter tensionnel, on la trouve à des niveaux à un niveau normal. Donc ça concerne environ 20% des sujets qui se présentent en consultation pour pression artérielle élevée. Donc ça se voit essentiellement chez les femmes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire devant une HTA blouse blanche? Faut-il traiter ou pas? Donc si le patient est sans facteur de risque cardiovasculaire, on propose des mesures hygiéno-diététiques avec un suivi rapproché. Si le risque cardiovasculaire du patient est élevé, il a des facteurs de risque cardiovasculaire, ou bien il est diabétique, ou bien une maladie rénale, ou bien une atteinte cardiovasculaire, un traitement médical peut être envisagé parce que ça sous-entend qu'à chaque situation de stress ou d'émotion, ce patient va élever ses pressions artérielles. On arrive à présent à une autre entité qui est l'HTA masqué. Alors l'HTA masqué, à l'inverse de l'HTA blouse blanche, c'est un patient qui, quand il prend la pression artérielle chez lui par automesure ou par MAPA, on la trouve élevée. Par contre, dans le cabinet médical, la pression artérielle, elle est normale. Alors, chez ce patient-là, il faut proposer un traitement médical avec des mesures hygiéno-diététiques. Donc l'explication de l'HTA masqué jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la physiopathologie de cette hypertension artérielle, pourquoi au cabinet ils se sont rassurés et sa pression artérielle elle baisse, on a du mal à l'expliquer. Alors pour l'HTA et grossesse, donc je suis sûre que vous voyez des patientes enceintes qui présentent une hypertension artérielle. Donc le traitement médical est recommandé à chaque fois que la PAS excède 160 et la PAP supérieure à 110. Le traitement peut être envisagé si une pression artérielle est supérieure à 150 sur 95. Bien sûr, le risque majeur, c'est la prééclampsie. Donc, ou bien si la pression artérielle est supérieure à 140 sur 90 avec une atteinte organique. Donc, quelle molécule préconisée chez les femmes enceintes hypertendues? Donc, il y a l'alpha-méthyldopa et la nifedipine. Ce sont deux molécules à privilégier chez la femme enceinte. Donc pour les diabétiques, donc on a dit qu'actuellement l'objectif c'est une pression artérielle inférieure à 140 de systolique et 90 de diastolique. Toutes les classes peuvent être utilisées, sauf en cas de microalbuminurie ou de protéinurie où un IEC et un ARA2 sont à préconiser. En cas de néphropathie, la pression systolique cible est de 140, donc l'objectif peut être inférieur à 140 en cas de maladie rénale avérée. Molécules à recommander, IEC ou ARA2. En cas d'AVC, si on est à la première semaine après un accident vasculaire cérébral, sachez qu'il ne faudrait pas réduire, il faut respecter la pression artérielle. Il ne faut pas la réduire coûte que coûte. Par contre, un traitement est recommandé en cas d'antécédent d'accident vasculaire cérébral quand la pression artérielle systolique est supérieure à 140. Donc toutes les classes se valent pourvu qu'on baisse la pression artérielle. En cas d'atteinte cardiaque, donc en cas de maladie coronaire, par exemple un antécédent d'infarctus du myocarde récent, donc on va favoriser les bêta-bloquants et les inhibiteurs d'enzymes de conversion. En cas d'angine de poitrine, un bêta-bloquant ou bien un inhibiteur calcique. En cas d'HTA et insuffisance cardiaque, diurétique, bêta-bloquant, IEC, ARA2 et antagoniste des récepteurs des minéralocorticoïdes type spironolactone. En cas d'HVG, donc traitement médical recommandé, donc on va recommander plutôt IEC, ARA2 ou inhibiteur calcique. Quand est-ce que je parle d'HTA résistance? Donc HTA résistance, c'est une pression artérielle avec des chiffres tensionnels au-dessus des objectifs. Quand j'ai associé une trithérapie antihypertensive avec au moins un diurétique,
et quand tous ces antihypertenseurs sont à dose maximale. Si je n'arrive pas à contrôler cette pression artérielle, c'est là où je peux parler d'une HTA résistante. Alors, quelle stratégie devant une HTA résistante? Donc, favoriser la restriction sodique chez l'hypertendu, optimiser le traitement diurétique, ajouter un antagonisme des récepteurs des minéralocorticoïdes, par exemple l'amyloride ou bien un alpha-bloquant. Donc, on a bien associé 3 traitements dans un diurétique. Soit j'ai associé un bloqueur du système rénine-angiotensine, IEC ou ARA2, j'ai associé un inhibiteur calcique et j'ai associé un diurétique. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à associer d'autre? Soit je peux associer un alpha-bloqueur ou bien un antagonisme des récepteurs du minéralocorticoïde. Donc, en cas d'échec, on peut aller à proposer un traitement interventionnel comme la dénervation rénale sympathique, ou bien adresser le patient à un spécialiste de l'hypertension artérielle. Donc, parallèlement, je traite l'HTA, mais je n'oublie pas les autres facteurs de risque cardiovasculaire avec certains objectifs. Donc, je dois traiter par statine chez tout patient qui présente une dyslipidémie en visant un objectif de LDL inférieur à 1,15. Quand est-ce que je traite une hypertension artérielle associée à une dyslipidémie chez un patient à risque modéré ou élevé? Donc vous vous rappelez du tableau que je vous ai mis tout à l'heure. Donc si vous avez une hypertension artérielle et vous avez classé votre patient à risque modéré ou élevé, même en absence de dyslipidémie sur le bilan lipidique, vous devriez le mettre sous statine en visant un objectif de LDL inférieur à 1,15 mg par décilitre. Et en cas de maladie cardiovasculaire avérée, c'est-à-dire un antécédent d'infarctus, on doit être plus strict. L'objectif de LDL il doit être inférieur à 0,7 mg par décilitre. Pour l'aspirine, est-ce que je la prescris en prévention primaire, c'est-à-dire chez un patient hypertendu n'ayant jamais fait d'événements cardiovasculaires? Alors, la réponse est très mitigée dans la littérature. Donc, je peux la prescrire, même si le patient n'a jamais fait d'événements cardiovasculaires, notamment jamais fait d'AVC, jamais fait d'ARI ou d'infarctus. Si le patient est hypertendu et présente une insuffisance rénale ou bien un risque cardiovasculaire élevé, et bien sûr, si le patient est hypertendu avec un antécédent cardiovasculaire, elle est obligatoire. Alors, devant une HTA et le diabète, quelle cible d'hémoglobine glyquée? Donc, je cible une hémoglobine glyquée, on est dans le haut risque cardiovasculaire, c'est un patient diabétique et hypertendu, donc je cible une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Donc une hémoglobine glyquée peut-être, on peut avoir un objectif entre 7,5 et 8 si le patient est un sujet âgé avec des comorbidités. Alors à quel rythme je demande les examens complémentaires? Donc la créatinémie tous les ans, ou bien 5 à 7 jours après chaque introduction d'un médicament ou bien un changement dans la posologie ou bien la survenue d'un événement intercurrent. La bandelette urinaire tous les ans, la glycémie tous les 3 ans si elle est normale, et plus fréquemment en cas d'intolérance aux hydrates de carbone ou de diabète, ou bien une prise de poids inhabituelle. Le bilan lipidique tous les 3 ans si c'est normal, inutile de le demander plus fréquemment. Donc en cas de dyslipidémie, bien sûr, et si j'ai associé un traitement hypolipémiant, je dois demander un bilan 6 mois après le traitement par hypolipémiant. Le CG, je le fais tous les 3 ans, plus souvent, bien sûr, s'il y a signe d'appel à l'examen clinique ou à l'interrogatoire, et la microalbuminurie tous les ans si le patient est diabétique, sinon je la fais une fois quand c'est normal. Je finirai par dire un mot sur l'urgence hypertensive. Donc il faut toujours faire la part des choses entre 2 entités. Il y a d'abord la poussée hypertensive. Donc la poussée hypertensive, c'est quand on a une élévation des chiffres tensionnels sans qu'il y ait d'atteinte d'organes cibles. Par contre, l'urgence hypertensive, elle se définit par une pression artérielle diastolique supérieure à 130 mm de mercure et une PAS élevée mais variable. Associée à l'élévation de la pression artérielle, une atteinte des organes dits nobles. Donc on peut avoir soit une hémorragie méningée, une hémorragie cérébrale, encéphalopathie hypertensive, un OAP, une dissection de l'aorte ou bien une éclampsie. Donc à ce moment-là, je définis l'urgence hypertensive et le traitement
hypertensive, ce sont les inhibiteurs calciques par voie injectable, notamment la nicardipine. Voilà, j'arrive à la fin de mon exposé. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre choix, Mouzawan. Votre présentation est très claire pour un novice que je suis, moi, pédiatre. Et la parole est à la place pour une ou deux questions, s'il vous plaît. La poussée hypertensive sévère, la prise en charge au niveau des urgences, généralement, on a l'habitude de prescrire des diurétiques, à faute d'inhibiteurs calciques. Voilà. Du Lasix. Est-ce que ce n'est pas un risque encouru pour le patient de faire un accident cérébral voilà. Une deuxième question, pardon, qui a une relation avec ma spécialité. Je suis gastro-entérologue et on est souvent amené à voir des patients hypertendus sous traitement médical et qui font des hépatites médicamenteuses secondaires à un produit quelconque. Et on demande au cardiologue d'ajuster le traitement, soit de changer, donner un médicament qui n'est pas un métabolisme hépatique, ou encore de diminuer la dose, ou encore d'interférer un jour sur deux. Qu'est-ce que vous en dites sur ce sujet-là? Et je vous remercie. Alors, eh bien, pour pousser hypertensive, on n'a aucune idée sur son ionogramme, sur sa fonction rénale. Donc, bien sûr, c'est délétère de mettre des posologies élevées de diurétiques. Donc, on risque de le déshydrater, on n'a aucune idée. Donc, le traitement de choix, ce sont les inhibiteurs calciques. Je ne sais pas si vous en disposez pas aux urgences, mais nous, jusqu'à présent, à Marrakech, on dispose de la nicardipine par voie injectable. Donc soit le protocole, c'est soit de le faire par titration, et c'est ce qu'on fait le plus souvent. On n'hospitalise pas, c'est-à-dire on met un CC par voie intraveineuse et on reprend la pression artérielle 5 minutes après. Si on a réduit, c'est bon. L'essentiel c'est d'arriver, on ne vise pas, dans l'urgence on ne vise pas d'arriver à 140-90, mais au moins que la PRS baisse en dessous de 160. Par la suite, on le relaie donc, par un traitement oral et le patient, on ne l'hospitalise pas. Maintenant, votre deuxième question concernant les hépatites médicamenteuses, c'est vrai que c'est un risque à chaque fois que la molécule a un métabolisme hépatique, ou bien il a un DFG bas. Vous avez choisi cette classe parce que les études ont montré qu'elle a un bénéfice. Donc, idéalement, c'est de changer dans la classe. Maintenant, quand vous avez la main liée, on dit que le mieux c'est de contrôler sa pression artérielle, sinon il fera un AVC hémorragique. Quand on n'a pas le choix, on l'a pas. C'est clair que ça va permettre de réduire la pression artérielle, mais ça n'aura pas des répercussions au long cours sur la prévention cardiovasculaire du risque du patient. Traumatologique chez les patients qui présentent le problème d'HTA. Y a-t-il des précautions particulières à prendre en charge? L'urgence traumatologique. Donc nous sommes amenés très fréquemment à voir des malades qui présentent des entorses, ou carrément des fractures qui seront traitées orthopédiquement. Y a-t-il des précautions particulières à prendre en charge compte tenu de la prescription des AINS chez ces patients? Y a-t-il une interférence entre la prescription des AINS et l'HTA? Contrôler, parce qu'on risque de faire un accident vasculaire cérébral hémorragique. Maintenant, pour l'urgence, vous voulez faire une urgence traumatologique chez un patient hypertendu, s'il est contrôlé, il n'y a pas de problème. S'il a en présence d'un pic hypertensif, c'est-à-dire on jugule le pic hypertensif qui se voit très souvent aux urgences, notamment une urgence traumatologique avec la douleur osseuse. Donc on a des pics hypertensifs, donc il faut gérer l'urgence hypertensive rapidement. La poussée hypertensive, on la gère rapidement par voie injectable. Nous sommes en quelque sorte entre le marteau et l'enclume, entre soulager ce craint, mais en même temps on va le traiter orthopédiquement, donc on n'a pas un aperçu clair, on ne peut pas le contrôler vu qu'il ne s'est pas hospitalisé. Donc il sera chez lui. Est-ce qu'on peut ouvertement prescrire des AINS? J'ai dit si le patient est contrôlé, s'il a une pression artérielle systolique inférieure à 160, vous pouvez. Peut-être faut-il les éviter carrément ou bien?
antihistaminiques, je dirais non. Éviter quand la pression est contrôlée, je peux prescrire. Par contre, si vous avez un doute sur l'observance du patient ou s'il vous dit toujours maintenant ma pression artérielle fait yo-yo, parfois elle est élevée, parfois. Donc vous n'avez pas une idée claire sur son niveau tensionnel, à ce moment-là, privilégiez le paracétamol ou l'association paracétamol-codéine, c'est plus judicieux. Nous allons même au point de dire que nous avons une certitude compte tenu du fait qu'il ne sera pas contrôlé. C'est même pas un doute. À ce moment-là, il vaut mieux éviter les anti-inflammatoires non stéroïdes. Donc, merci beaucoup, Madame Sawaj. Les ateliers vont démarrer vers 14h30.